Très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bienvenue en ce 1er août 2025 sur les antennes de Télé 50. Nous avons bien sûr commencé avec ce nouveau mois, mais également avec Ça fait débat. Comme tous les week-ends, nous sommes là bien au rendez-vous et nous commençons par honorer tous les parents, oui, les parents qui consentent d'énormes sacrifices pour leurs enfants, mais également les parents qui sont encore en vie ou qui sont décédés. Aujourd'hui, c'est leur jour, nous devons les célébrer, nous devons nous rappeler du bon service rendu pour que nous soyons ceux que nous sommes aujourd'hui et ce que nous devons d'ailleurs faire pour nos enfants. Nous allons aujourd'hui revenir sur cette thématique, la sortie du gouvernement. Très attendue, je suis sûr d'ailleurs que la plupart des familles ont veillé hier pour attendre voir justement les noms qui sortiront du nouveau gouvernement. Ces noms qui ne sont finalement pas encore sortis, mais le suspense demeure. La grande question aujourd'hui, le chef de l'État l'a dit, le gouvernement ne tiendra pas compte du poids politique alors qu'on le sait, c'est le nœud du problème. On parle également de du gouvernement de cohésion nationale. Cohésion nationale, ce gouvernement tiendra-t-il compte de la cohésion nationale réellement? L'opposition s'interroge également, Martin Fayulu qui l'a soulevé, composé aujourd'hui avec le gouvernement, que sera l'opposition? On va en parler aujourd'hui, des enjeux, mais également de la qualité de ceux qui devront constituer le gouvernement actuel. Remaniement en République démocratique du Congo, des ministres sur la sellette. Quelle place pour le poids politique avec l'Union sacrée qui contient des grosses pointures telles que Modeste Bahati-Lukwebo et son regroupement Vital Kamerhe, mais également Sama Lukonde. Voilà les grandes questions qui seront abordées aujourd'hui avec M. Thierry Mukele, analyste politique. Bonjour et bienvenue à vous. Merci madame. Je salue ceux-là qui sont branchés sur Télé 50 en train de suivre Ça fait débat. Il y a quand même un bout de temps que je suis parti à Lubumbashi et j'ai fait un peu l'intérieur du Katanga dans le Lualaba et me revoilà. Donc chez Mpande et chez Munongo Moussiri, me revoilà remonté sur Kinshasa. Donc c'est un réel plaisir de partager ce moment avec les amis sur le plateau. Nous avons également M. Faustin Chimanga du parti LGD. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup pour cette invitation à Ça fait débat. Une première. Une première, mais ce ne sera pas une dernière certainement. Nous avons également M. Rocky Kongolo, cadre de l'UDPS. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci beaucoup Madame Arlette pour l'invitation. C'est un plaisir de partager ces moments de débat républicain avec les co-débatteurs que vous avez déjà présentés. Merci et nous profitons aussi de l'occasion pour rendre hommage aux parents qui, en dépit des difficultés, ne baissent pas le bras, mais ils tiennent quand même pour scolariser et donner l'éducation à leurs enfants. Ah oui, avec ce mois d'août qui est très serré entre la rentrée de classe qui est prévue le 1er septembre et voilà, donc les confirmations dans les écoles et tout ça, les acomptes, donc c'est... Ah oui, ça être parent. Et on parlera notamment de M. Innocent Kadiatambois qui va nous rejoindre ici sur ce plateau dans un instant. Bienvenue à tous, aimables téléspectateurs. Oui, on ouvre vite ce débat. On parle aujourd'hui du remaniement. Quel est l'élément déclencheur aujourd'hui pour évoquer ce remaniement? Vous le savez, depuis une bonne période, notre pays est agressé à l'est de la République. La République est agressée dans sa partie est, la partie orientale pour être beaucoup plus large. Et depuis cette période-là, il y a une crise sécuritaire et une crise sociale qui a augmenté d'un cran, j'allais dire. Et vous le savez que notre peuple a besoin d'accalmie dans la partie est. Notre peuple a besoin de retrouver la santé au niveau de ses finances. Vous avez évoqué les parents qui sont serrés entre la rentrée académique, la rentrée scolaire aussi. C'est la fin des études pour beaucoup aussi. Et c'est une période qui nécessite que le gouvernement puisse trouver les mécanismes qui pourra permettre de soulager les parents qu'on célèbre aujourd'hui 1er août. Et évoquer le remaniement du gouvernement, je pense que ce n'est pas la bonne solution en ce moment. Pourquoi je dis que ce n'est pas la bonne solution? C'est parce que notre pays est fissuré. Il y a plusieurs franges de notre territoire
qui ne sont pas gérés par le pouvoir central, qui ne sont pas gérés par le pouvoir de Kinshasa. Je vois là Goma, Bukavu. Depuis plusieurs mois, cette partie est prise. Et ce qui était nécessaire, c'est de pouvoir trouver quel mécanisme pouvait permettre à ce que les Congolais puissent se retrouver autour d'une table pour discuter, pour échanger, pour parler, afin que nous puissions arriver à trouver une cohésion nationale qui s'est effritée. Nous sommes divisés en tant que population, en tant que peuple. Il faille chercher comment les uns et les autres se retrouvent autour d'une table afin de pouvoir permettre à ce que ce qui nous divise puisse être élagué. Chose étonnante, les gouvernants actuels ont préféré mettre en avant l'idée d'un certain gouvernement dit de l'Union nationale. Ça sera l'union autour de quoi précisément? Ça sera l'union autour d'une volonté de consolider les pouvoirs qui est fragilisé, ou soit une réelle volonté de vouloir réellement sortir de la crise. Le gouvernement dit d'union nationale, en notre sens, ne viendra pas solutionner un problème qui n'est pas traité dans le sens où on traite une question avec une certaine volonté de toucher sur les causes profondes du conflit. Donc vous comprenez que selon nous, nous ne pensons pas que remanier ou avoir un nouveau gouvernement pourra permettre à ce que nous puissions trouver les réelles solutions qui sont adaptées à la situation, notamment insécuritaire. Aujourd'hui, justement, lorsqu'on veut parler du gouvernement de cohésion nationale, on n'oublie pas la genèse, Monsieur Rocky. On n'oublie pas la jeunesse parce qu'on se dit, le chef de l'État l'a évoqué lorsqu'il y a eu ce déchirement quand même entre les populations. On se dit, bon, on va créer un gouvernement d'union nationale, de cohésion nationale aujourd'hui pour réunifier toutes les parties, notamment l'opposition dans son ensemble, mais également la majorité présidentielle. Mais il y a un élément clé, d'abord au sein de l'Union sacrée, où l'on ne parle pas du poids politique. On ne tiendra pas compte du poids politique. Ça, c'est de 1. De 2, la question de l'Union sacrée qui a été élargie, qui ne revient pas seulement aux 6 présidents retenus, mais également on fait participer toutes les plateformes ou encore tous les regroupements politiques membres de l'Union sacrée qui seront désormais membres du Présidium. Et de l'autre côté, au niveau de l'opposition, nous avons Martin Fayulu, nous avons Moïse Katumbi, Joseph Kabila, où des problèmes également se posent. Mais maintenant, comment arriver à concilier le tout dans ce gouvernement? Merci beaucoup de la question, Madame Arlette. Vous savez que si nous abordons la question dans cet angle-là, nous sommes plus de 5 millions d'habitants et nous avons plus de 700 partis politiques dans ce pays. Alors, si on veut satisfaire tout acteur politique, satisfaire tous les partis politiques de l'opposition ou membres de l'Union sacrée, je pense qu'on peut avoir un gouvernement de 5 millions de Congolais. Je pense, depuis que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, le premier gouvernement, on a tenu compte de ses poids politiques. Qu'est-ce que ce gouvernement-là a apporté aux Congolais? Alors, le gouvernement qu'on doit remanier, ces gouvernements ici, si on recrute très bien, ministère par ministère, est-ce que vous pouvez nous dire qu'il y a plus de 5 ministres qui ont servi la République comme il se doit, conformément à leur tâche? Je ne pense pas. Dans le gouvernement Soumino? Ah mais oui. Commençons d'abord par la chef du gouvernement elle-même. En 2024, le 12 juin, lorsque Mme Soumino a fait la remise et reprise avec l'ancien ministre Sama Lukonde, la RDC, le gouvernement de la République, contrôlait la ville de Bukavu et celle de Goma. Mais aujourd'hui, Mme Soumino, elle a pris le pouvoir et ne sait pas comment contrôler ces deux villes-là. Et quand nous parlons avec vous, c'est les rebelles qui administrent ces deux villes-là. Ce qui veut dire que le contrôle de ces deux villes échappe aujourd'hui au gouvernement de la République. Ce qui est déjà un échec sécuritaire, sur le plan sécuritaire dans l'administration, la coordination de l'équipe gouvernementale de Mme Soumino. Prenons par exemple les procès Moutamba. Pensez que s'il y avait une bonne coordination de l'équipe gouvernementale,
on pouvait éviter ces procès. On pouvait voir toutes les actions de ministres et apporter la correction avant que ça puisse barder. Et si nous sommes arrivés là-bas, c'est parce qu'il y a quand même une légèreté de la part de Mme Soumino. Moi, je pense que si remaniement pouvait avoir lieu, mais il faut d'abord commencer par juger l'action gouvernementale de chef du gouvernement et commencer par la remplacer. Je pense que ça sera aussi faire les droits. Il y a certains ministres qui se sont distingués, entre autres le ministre des Finances, Doudou Famba, que l'on peut quand même laisser au gouvernement. Mais en dehors de ça, quels sont, à part Jacques Chabani également, qui sont les ministres qui se sont distingués dans le gouvernement Soumino? Ils sont comptés au bout des doigts. Et à part ça, pourquoi on veut remanier le gouvernement ou pourquoi on veut faire un gouvernement d'union nationale? Il y a des problématiques. La première problématique, c'est la problématique sécuritaire. Le gouvernement qui était mis en place n'a pas pu faire un effort pour sécuriser le peuple congolais. Et comme il y a eu des débordements, il y a eu quelques Congolais qui se sont fait acheter par le Rwanda pour trahir le Congo, ils ont pris ces deux villes-là. Donc, du point de vue sécuritaire, il y a un problème qui nécessite qu'on puisse revoir l'équipe gouvernementale. De deux, il y a les problèmes politiques, les différends entre les acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition, d'un côté, qui pensent que pour résoudre la question de la sécurité actuellement, il faut qu'on puisse passer par un gouvernement d'union nationale. Et en dehors de ça, il y en a qui disaient également que leur pouvoir a été volé en 2018. Et ils pensent que les élections qui ont été organisées étaient entachées d'irrégularités. Même si on sait que l'œuvre humaine ne manque pas d'imperfection, mais elles tiennent à quelques erreurs qui ont été décelées lors de ces élections-là. Et ils tiennent à ça pour qu'on puisse revoir le gouvernement. De par ces deux problématiques, je pense que pour qu'il y ait l'union de tous les politiciens, parce que je ne pense pas que ce gouvernement-là sera le gouvernement pour le bien du peuple. C'est le gouvernement pour la satisfaction de politiciens. Parce que rappelez-vous, madame, Monsieur Roquet, une minute, je termine. Oui. Il n'y a jamais eu un gouvernement d'union nationale dans ce pays qui a résolu les problèmes des peuples. Rappelez-vous quand nous sommes sortis de Sun City, le gouvernement qui était mis en place, pour la plupart, c'était pour servir les intérêts des politiques. Rappelez-vous qu'il y avait un ministre des Transports qui avait détourné l'argent à cette époque-là. Il a été mis à côté. Et ça, c'était la vigilance des dirigeants. Mais il y avait aussi des questions qui échappaient au contrôle des dirigeants à cette époque-là. Moi, je pense qu'on peut revoir l'équipe gouvernementale, pas dans le sens d'aller dans un gouvernement d'union nationale, mais le gouvernement de salut du peuple. Faire une sélection de Congolais de bonne qualité, de bonne moralité, des Congolais compétents parce qu'ils sont partout, que ce soit à la majorité, à l'opposition ou à la société civile, pour qu'ils puissent conduire bien cette république. Mais en vous entendre parler, c'est comme s'il ne faudrait même pas parler de remaniement. Il faut carrément changer le gouvernement. On ne va pas parler de Soumino à deux, mais parler d'un nouveau gouvernement avec un nouveau ministre. Et pour choisir un nouveau ministre, c'est la question du poids politique qui va revenir forcément. Aujourd'hui, dans la démarche politique, il faudrait bien, lorsque les consultations se font, c'est pour dégager la majorité. Et dans cette majorité-là, c'est pour choisir le gouvernement. Et si on ne doit pas aller dans cette logique, quelle est la logique qu'il faudrait? Aujourd'hui, si on doit créer un gouvernement, ce sera un gouvernement pour la résolution de la crise sécuritaire, un gouvernement de cohésion nationale ou un gouvernement carrément pour la population, pour que l'on sente effectivement qu'il y a une très bonne gestion de la Res Publica. Oui, moi je pense qu'on peut faire un gouvernement du salut public comme je venais de le dire. Le gouvernement qui a pour mission de répondre aux besoins du peuple. Et si on tient compte de poids politique, Madame Arlette, vous savez que le président de la République a déjà sa plateforme qui s'appelle l'Union Sacrée. Vous êtes membre de l'Union Sacrée, vous dites que vous soutenez le président de la République. Ça veut dire que tout choix que le président va faire, vous allez obéir, vous allez vous incliner. Je ne pense pas que le problème va s'opposer au niveau de l'Union Sacrée parce que tout le monde qui a adhéré à l'Union Sacrée a décidé
d'adhérer à la vision du chef de l'État et de les soutenir. Quand vous soutenez quelqu'un, vous soutenez aussi ses décisions. Les problèmes pouvaient se poser au niveau de l'opposition, parce que l'opposition est plurielle aujourd'hui. On ne sait pas qui est opposant et qui ne l'est pas. Non, il y en a qui se revendiquent anciens opposants et d'autres qui disent que ceux qui sont venus il y a 3 ou 4 ans ne sont pas plus opposants qu'eux. C'est ça la problématique dans notre pays des opposants. Et pourtant, nous savons qu'être opposant est celui qui ne partage pas la vision de ceux qui gouvernent. Mais en République démocratique du Congo, il faut aller seulement se réveiller un jour pour vous proclamer opposant. Et en même temps, il y en a qui se disent opposants mais qui se tiennent le pouvoir. C'est ça le Congo. Mais je pense que, est-ce que ce soit dans l'opposition ou dans la société civile, il y a des Congolais compétents, de bonne qualité, de bonnes moralités qui peuvent aider le président de la République à pouvoir diriger ce pays dans le peu de temps qui lui reste. Monsieur Mukelekele, un observateur averti, on voit par exemple la question de l'FCC. Bien avant cette question de la sortie du gouvernement, des tentatives de fissuration du FCC a pensé été créées. Notamment, il y a eu des cas où il y a M. Janolo Pépé qui s'est improvisé dans les consultations pour le compte du FCC. Récemment, il y a une jeune dame qui a tenu un point de presse se déclarant être du FCC. L'on sait, l'on connaît également le jeu politique, l'on sent également que là, c'est une tentative vers une forme de cohésion nationale qui pourrait être créée, mais qui ne va pas forcément rencontrer l'assentiment du véritable FCC aujourd'hui. À ce titre, comment aborder le problème de la révision, du remaniement? Est-ce que ce remaniement, véritablement, comme on le dit, c'est juste pour un semblant de cohésion nationale? Ou on se pose réellement la question parce que avec les consultations, par exemple, le dialogue aujourd'hui, le processus est encore en cours. Alors le gouvernement tiendra pour combien de temps? Bien, je pense que nous sommes en train de tourner en rond. L'autre fois, deux fois, j'ai évoqué le cycle de 30 ans. Aujourd'hui, le président Tshisekedi se trouve à la croisée des chemins. Quel chemin devra-t-il prendre pour essayer d'équilibrer? En son sein, il n'y a plus de confiance. Et il a été clair, il a dit que le gouvernement ne tiendra pas compte des poids politiques. Parce qu'en son sein, la fracture, elle est grande. Le problème de l'opposition, oui, mais dans la majorité, la fracture, elle est grande. Et les divisions, les attaques entre les leaders, les camps se sont formés et l'union sacrée s'est effritée. Donc, le président part avec une logique de perdre la majorité présidentielle actuelle pour en créer une autre. Mobutu l'a fait, même Tshombe, plutôt Kassavubu, l'avait fait en reconsultant Tshombe. Tshombe est revenu aux affaires. Mobutu l'a fait. Il a piclé Jean Ngouza Karlibon dans l'opposition, Kyungu Akumwanza, ainsi que d'autres. Mouzé l'a fait. Il a travaillé avec les Jano Bemba. Kabila l'a fait. Il a fini par travailler avec les Makila Soumanda. Germain Kambinga. Voilà. Donc, aujourd'hui, le président, avec un retard, rentre pratiquement dans cette logique-là. Il crée ce gouvernement parce que, il joue au temps. En créant ce gouvernement, vous avez cité mon jeune frère Lopépé et la dame, le débauchage est politique. Et celui-là qui va mordre à ce débauchage va constituer le nouveau camp présidentiel avant que ça soit une nouvelle majorité présidentielle. Alors, est-ce que c'est opportun? Oui, c'est du pouvoir du président de la République. C'est lui qui a la manette en main. S'il la manie bien, il va orienter et réorganiser son staff qui devra l'accompagner. Parce que le président est en souffrance par rapport à tous les gestionnaires avec qui il a vécu. Nous connaissons ce que
l'estimé honorable député Nicolas Kazadi a dit, je ne sais pas y revenir. Ça, je crois que ça joue sur la conscience du président de la République. Maintenant, nous connaissons que Sami Badibanga n'a pris que 4 mois. Et puis vient Bruno Tshibala. Et quand nous regardons Bruno Tshibala, nous voyons que Bruno Tshibala, quoi qu'il vient d'une opposition radicale, est resté dans la pensée de son nouveau chef qui est Joseph Kabila. Et Joseph Kabila étant un homme de parole, il ne pouvait plus bouger Bruno Tshibala. Bruno Tshibala a promis qu'il nous amènerait aux élections. Et Bruno Tshibala a terminé son cycle selon que Kabila voulait qu'on fasse ça et qu'on arrive aux élections. Pendant ce temps, la communauté internationale se battait contre nous pour qu'il n'y ait pas élection, qu'il y ait transition. Mais Bruno Tshibala a convaincu Kabila que moi, j'atteindrai l'objectif. Et vous vous souviendrez que pendant la période de Bruno Tshibala, aujourd'hui on dit que l'opposition n'existe pas. Mais pendant la période de Bruno Tshibala, ceux avec qui il a travaillé en opposition s'étaient levés contre lui. Et contre vents et marées, il les a ramenés tous aux élections et nous avons atterri. Alors, Tshisekedi est dans le même problème, mais s'il n'est pas prudent, parce que là c'est de la prudence, et s'il ne trouve pas quelqu'un de confiance, comme il a encore confiance en Souminois, donc ça fera Souminois 2, mais s'il tombe sur des gens qui ne viennent que pour leurs intérêts, comme ceux-là qui ont composé aujourd'hui sa majorité, ça lui sera difficile. Souvenez-vous, il y a un professeur d'eux-mêmes qui ont dit que, 3 même, ils ont dit qu'ils n'ont pas compris comment est-ce que Joseph Kabila les manipulait. Or, tout Congolais se souviendra que Joseph Kabila n'a pas étudié. Alors, je me suis demandé, Joseph Kabila qui apprend son école pendant qu'il est président, vous qui êtes professeur d'université et peut-être au même âge que son père, comment est-ce qu'il pouvait vous manipuler pendant 18 ans et aujourd'hui vous venez devant Tshisekedi pour dire que non, en tout cas on ne savait pas, Joseph nous avait manipulé. Mais la question aujourd'hui, M. Mokele, c'est, vous dites que le jeu il est politique, le débauchage il est politique, mais pour que cela prenne forme, ait de sens et puisse être tant soit peu accepté par la population ou encore l'autre camp, c'est qu'il faudrait tenir compte des poids lourds. Parce qu'en politique, on ne sous-estime pas les poids lourds. Lorsque, même du temps de Joseph Kabila, on a voulu déstabiliser Caméré, on a débauché un poids lourd. Tout à fait. Aujourd'hui, comment, alors que dans cette majorité, vous évoquez que le président de la République n'a pas totalement confiance à ces poids lourds. Et en même temps, du côté de l'opposition, les choses ne doivent pas être en bon terme ou encore dans la possibilité de négociation. On voit Joseph Kabila, qui est poursuivi aujourd'hui. Il y a M. Jean-Marc Kabonde, qui constitue également l'opposition, qui a été arrêté. On prend Moïse Katumbi aujourd'hui, qui ne se retrouve pas encore en République démocratique du Congo. Cette question de nationalité revient encore. Il y a Martin Fayoulou qui reste dans la logique du pacte social et qui estime que le gouvernement de cohésion nationale, pour l'instant, n'est pas opportun. Nous avons encore des forces en présence du côté de l'opposition. Des lycées Sanga, comment arriver à faire bloc sans eux? Le président ne voit pas dans cet angle-là. Le président joue au temps. Ce gouvernement, ça va nous faire perdre du temps pour gagner ce qui se perdait à l'extérieur, c'est-à-dire aux États-Unis et à Doha. Parce que on avait piclé sur les États-Unis. Et la réponse que la RDC attendait, c'était que, comme nous vous donnons les minéraux, vous dites que le Rwanda est l'agresseur et vous dites que le Rwanda quitte la RDC. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et vous entendez même certains professeurs d'université sur les termes principes, préalables. Donc on veut amadouer les Français. Mais quand vous entrez en Lingala ou en Swahili, vous comprenez que jusque-là, nous sommes bloqués, nous n'avons pas avancé. Nous,
En Afrique, on se battait pour qu'on dise le Rwanda est agresseur. Nous, on accusait, nous, c'est-à-dire le gouvernement, on accusait Joseph Kabila de n'avoir pas dit le Rwanda est l'agresseur. Moïse Katumbi n'a pas dit nommément le Rwanda. Fulani n'a pas dit nommément le Rwanda. Mais à Washington, on n'a pas nommé le Rwanda. Devant nous et devant le même Rwanda avec le président le plus puissant du monde. Il n'a pas dit aux Rwandais que vous avez agressé. Ils ont pris les principes qui sont universels dans les chartes des Nations Unies, ils les ont mis là-bas et ils ont dit à toutes les parties de respecter ces principes des Nations Unies. L'Afrique l'a fait, la sous-région l'a fait. Donc, l'obtention que nous voulions là-bas, le président pouvait l'obtenir ici, en créant un climat de confiance pour que les opposants que vous venez de citer puissent adhérer dans la logique. Mais au moment où il n'a même pas confiance avec les gens avec qui il travaille, voilà. Comment il va avoir confiance en opposition? Non, présentement, le président a besoin de cette opposition. S'il va prendre l'OPP a quel poids politique? Les Constant Moutamba ont eu gain de cause parce qu'il n'y avait pas une crise institutionnelle. Aujourd'hui, il y a une crise institutionnelle et il y a une crise constitutionnelle. Madame, le professeur Pongo en G1 droit, quand il enseignait le droit constitutionnel, il parlait de l'inadéquation du droit constitutionnel et de la gouvernance. Nous sommes dans ça. L'opposition déclare que vous violez intempestivement la Constitution. Mais le gouvernement avance. Vous comprenez cette crise, cette inadéquation? C'est ce qui fait que le président doit chercher d'abord à rentrer dans l'ordre constitutionnel pour avoir la confiance des autres. Et le bon débauchage, ou comment prendre des vrais opposants, ce n'est que quand là, trouverait que non, le président est rentré dans le respect de la Constitution. Mais en interne, la fracture, vous venez de l'évoquer quelques secondes, la fracture est majeure. La fracture était d'abord au niveau du gouvernement central, parce que tout le monde voulait montrer ses biceps. Maintenant, la fracture descend dans les provinces. Vous avez le cas Kiabula, dans le Haut-Katanga, Masuka est dans ces mêmes rails-là. Je crois un gouverneur ici au Kasaï, l'un des Kasaï, un gouverneur, qu'il soit de l'UDPS, il a des problèmes en interne. Ça dit que la fragilité de l'Union sacrée ne permet plus au chef de l'État d'aller à un dialogue face à un camp de l'opposition qui est un peu soudé. Ça dit que de l'autre côté de la table du président de la République, il ne voit pas encore des calibrés. Il veut casser l'opposition pour que quand il y aura la table, que ceux-là qui sont partis d'ici vers là, qu'il y ait maintenant un débat et lui est là pour être sauvé afin de sortir un gouvernement comme on a appelé d'union nationale ou des saluts, comme mon jeune frère l'a dit. Monsieur Innocent Kadiatamboa, bonjour et bienvenue à vous. Merci, on reste merci les co-débatteurs. On reste dans la logique du remaniement. Oui. L'opportunité en ce net moment, oui. Et par rapport aux réalités actuelles, notamment la crise sécuritaire, les questions diplomatiques aujourd'hui, comment arriver à faire entrer ce gouvernement attendu dans le contexte dans lequel nous sommes, c'est-à-dire réunir en même temps l'opposition, résoudre la question de la crise sécuritaire, et d'aucuns ont estimé avant vous ici que le problème, le vrai, ce serait même changer carrément la tête du gouvernement, car elle n'a pas su contenir cette situation sécuritaire, notamment l'occupation de Goma et Bukavu, qui persiste. Ok, merci beaucoup Madame Arlette. La question c'est de savoir la thématique qui guette ou qui caractérise l'enjeu politique actuel. Donc la question, d'ailleurs je réponds, d'abord je commence par là, avec le co-débatteur. D'ailleurs je lui dis bonjour, bonjour, c'est un grand frère que je connais très bien. Monsieur Thierry Moukelekele. Tout à fait. Donc le problème ici, ce n'est pas un problème de crise institutionnelle. Il n'y en a pas, puisqu'il y a eu déroulement des élections dans un contexte tout à fait clair et stable. Et il y a eu la participation de la fameuse opposition, quelques-uns de l'opposition, excepté l'opposition soi-disant de la rébellion et tout consort. Tout le monde a participé, il y a eu un résultat.
Donc il n'y a pas de crise institutionnelle. L'inadéquation constitutionnelle, moi je pense que ce n'est pas dans l'optique où nous devons la réfléchir, sous responsabilité des gestionnaires de la chose publique, entre autres, l'actuel gouvernement qui est là. Mais est-il que, dans le contexte de vouloir décortiquer la vraie thématique des enjeux politiques dans notre pays, il y a un problème de sécurité ou de l'insécurité à l'Est, pointé. Si vous avez suivi les États-Unis, vous avez suivi Doha, vous comprendrez que Félix Tshisekedi est l'unique qui a dénoncé l'agression, qui a répercuté. Quand on me dit ici que Trump n'a pas parlé de l'agression, non, il a parlé devant l'OTAN. Devant l'OTAN, il l'a dit. Sous la tribune de l'OTAN, il a dit il y a eu des massacres, vous vous êtes tués. Il y a eu violation de l'intégrité territoriale. Il ne l'a pas donné dans un contexte de termes clairs de l'agression, mais il a fait valoir que la sécurisation même de l'investissement à l'extérieur veut qu'il y ait respect de l'intégrité territoriale. C'est un terme même qui caractérise toutes les clauses qui sont en train de se faire actuellement sur la table. Vouloir dire que non, le gouvernement, l'Union sacrée a échoué. L'Union sacrée n'a pas échoué. L'Union sacrée a démantelé, jusqu'à preuve du contraire, un processus d'infiltration dans les institutions sécuritaires sensibles dans notre pays. Deuxième chose, il y a une arme qui nous a servi, je vous ai dit antérieurement, l'année passée, je vous ai dit que Félix utilise une diplomatie agissante. Vous vous rappelez, Madame Ala, sur cette table, qui nous donnerait tout simplement un résultat plus tard. Nous avions eu une faiblesse dans l'armée qui avait été préméditée par l'agresseur pendant 18 ans, pendant 30 ans, qui a mis à genoux les institutions nécessaires devant résister devant, comment dirais-je, résister devant tout fléau qui pouvait intervenir en termes de la rébellion ou en termes des agendas cachés sur la balkanisation et quoi. Donc nous ne sommes plus dans une période sur laquelle nous allons nous valer la salive, non. Les choses sont éclairées. C'était le Rwanda. Le Rwanda a participé aujourd'hui, a accepté. J'avais agressé le Congo. Je suis dans l'obligation de quitter sur le Congo. N'allons pas faire de l'amalgame. Cela ne veut pas dire qu'il y a la responsabilité de l'opposition interne. Le chef de l'État, lorsqu'il avait reçu les notables de l'Union sacrée, il a été très clair. Il a dit le problème de l'agression, le problème de la violation d'intégrité territoriale, ça implique toute la classe politique en tant que Congolais. Nous avons l'unique Congo que nous devons léguer aux futures générations. Donc, si nous sommes agressés, tous nous devons faire un bloc pour faire de sorte que notre Congo ne disparaisse pas. Vous voyez, c'est pourquoi même j'ai suivi avec beaucoup d'attention Boulos. Et à Doha, il les avait dit. Le problème du Congo, le problème de la politique au Congo n'est pas à traiter à Doha. C'est un problème si vous estimez qu'il y a la mauvaise gouvernance, retournez à Kinshasa. Mais ici à Doha, nous voulons avoir clair. Quand est-ce que vous quittez le Congo? C'était ça. Puisque c'était une rébellion masquée qui était alimentée par le Rwanda. C'est très clair. Vouloir retourner encore dans des propos ambigus pour savoir que non, et pourquoi Kabila n'avait pas cité ou l'autre n'avait pas cité. C'est Kabila. Kabila savait pourquoi il n'avait pas cité. Il savait que c'est Kagame qui l'avait placé là-bas pour une mission quelconque. Il a échoué cette mission, Kagame a échoué. C'est trop clair. Nous n'allons pas aller de gauche à droite. Pourquoi nous voulons? Qu'est-ce que nous allons raconter à l'histoire? Et nous allons raconter aux futures générations. Nous risquerons de les mentir, ainsi que nous allons encore demeurer dans des flous dans ces pays. Les 60 nous ont menti. Comme le cours de l'histoire des 6e avec Makanda Kabobi, où on nous avait parlé que Lumumba était méchant, Lumumba était satanique. Mais qui plus tard nous avons su, si l'indépendance nous l'avons eue, c'est grâce à Lumumba. Donc il faut bien raconter l'histoire pour que les futures générations héritent cette histoire pour défendre la souveraineté de notre pays. Alors, Monsieur Innocent, oui. Dans ce contexte, le gouvernement attendu aujourd'hui, c'est ce que je voulais fera face à quoi et quel devrait être justement oui. Non, je voulais le critère aujourd'hui de ces oiseaux rares finalement qui n'arrivent toujours pas. Il faut bien comprendre le président de la République. D'abord, Madame Arlette, je te fais voir que le président de la République a toujours été ouvert au dialogue permanent. Puisqu'il gère au quotidien de la République. Il a l'obligation d'écouter tout le monde. C'est ce qu'il dit dans sa nature. D'abord, il met l'oreille à tout le monde. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, vu la thématique sur lesquels il avait souhaité faire participer tout le monde, avec des évaluations dans des secteurs sensibles de l'État. Il y a eu des évaluations qui ont fait montrer qu'il y a des infiltrations à tous les niveaux
quelque part, si vous allez remarquer, nous sommes entrés, autrement dit, le président de la République met un mécanisme d'une refondation avec une méthode tout à fait très technique pour la refondation de l'État. Mais il ne veut pas faire sentir ça devant la nation pour ne pas ramener le peuple au regard fatigue. Mais le président de la République, si tu vois les institutions sécuritaires ont été infiltrées, jusqu'à preuve du contraire, il y a des espions à tous les niveaux pour déstabiliser l'appareil de l'État. Il est tout à fait normal que le président, dans ces contextes-là et au contexte actuel des enjeux politiques, qu'il fasse participer tout le monde, suivant sa façon de cibler les personnes. Il a tendu la main aux autres. Lorsque vous parlez de cela, M. Innocent, oui. N'oublions pas que le gouvernement, c'est à majorité, si pas tous, l'union sacrée. Oui, et lorsque l'on parle détournement, gabegie financière, oui. C'est l'union sacrée. Oui, ça ne cesse là, pas. Ce n'est pas l'infiltration. Non, ce n'est pas dire que moi je suis en train de parler des axes clés qui caractérisent mais justement, les enjeux. Lorsqu'on veut parler aujourd'hui de la question, le problème de la mégestion. Lorsqu'on veut parler aujourd'hui de la question du remaniement, c'est justement avoir ces hommes qui pourront aujourd'hui... Mais elle n'est pas toutes ces questions surgissent... Non, elle n'est pas plus axée sur la thématique de la mégestion. La mégestion, c'est notre apanage, c'est quelque chose qu'on a hérité des 60 ans, qui était ancré dans la population congolaise, qu'on est en train d'un processus... Vous n'allez pas nous dire, je vous dis, monsieur Innocent, oui. maître Innocent... Je voulais que tu me laisses citer pour que tu me Non, je vous accorde le temps de parole, oui. Ne vous en faites pas, mon temps n'est pas compté dans votre temps de parole. Oui. Lorsqu'on parle de la gestion de la Respublica, oui. Nous aimons le dire, moi j'aime le dire. Au Congo, on nous a prouvé qu'il y a des gens qui peuvent bien diriger et qu'il y a eu des gestionnaires, comme l'a venait de le dire M. Rocky. Les défaillances, ça ne manque pas, mais à l'unanimité, on a vu la gestion de la République démocratique du Congo. On ne le dira jamais assez sous le temps de Matata, qui est poursuivi aujourd'hui. Il a vu un gouvernement gérer la République comme cela devait se faire. Et les réformes se sont faites dans ce gouvernement, notamment la question de la paye des agents et fonctionnaires de l'État, qui est aujourd'hui une réalité en République démocratique du Congo, du suivi, du contrôle de paye des agents et consorts. C'est vrai que le processus a commencé, mais qu'il devait continuer. Mais lançons également que l'on a laissé le Congolais dans la soif d'avoir des dirigeants à ce rang-là. Aujourd'hui, il faudrait le reconnaître que l'on a du mal à avoir une gestion de la Respublica qui fait rêver les Congolais, qui redonne le soir aux Congolais. Parce que le vrai problème actuellement, au-delà de la question sécuritaire, c'est les gestionnaires de l'État congolais actuellement. Les membres du gouvernement qui posent toujours problème. On en a changé. On en a vu des gouvernements de cohésion nationale, le gouvernement FCCKH, on a vu les Warriors, on a vu l'actuellement, je ne sais pas, l'actuel, si on va l'appeler quel gouvernement, des oiseaux rares ou encore de la défense et autres, on ne sait pas. Mais l'on sent quand même que le critérium de sélection trouve toujours problème. Au-delà du poids politique, la qualité de l'homme pose problème dans le gouvernement. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, puisque j'aimerais dire quelque chose où tout le monde doit tirer attention. Donc, il faut voir Tshisekedi, sa manière de gérer la République, dès le début jusqu'à preuve du contraire. Je pense que nous qui êtes des lignes sacrées, nous l'avons très bien compris. Regardez avec moi, lorsque le président de la République est entré, le président de la République a parlé de l'état de droit. Le président de la République n'a pas négligé l'aspect détournement dans les choses de la chose publique. Il a fait des échantillonnages, une grande personnalité que vous avez vu déférer devant la justice. Deuxième chose, quand on a parlé de Moutamba, le président de la République n'a pas cajolé Moutamba. Moutamba n'a pas été moindre. Moutamba a été un élément très remarquable pendant une période de crise dans ces pays, mais le président de la République ne l'a pas cajolé. Il a dit, allez devant la justice. Si tu es innocent, la justice me parle. Et il a observé, malgré tout ce que les autres... Pardon que je parle. Oui. Nous parlons de la situation liée à la mégestion. Chaque jour que le Congo fonctionne, c'est une préoccupation majeure pour le président de la République. Si le président doit pouvoir dénoncer tout le monde, nous risquerons de tout chasser. Mais il a une méthode sur laquelle il est en train d'évoluer avec la classe de la gestion de la chose publique. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, si je vous ai parlé, par exemple, d'une situation sociale telle que vous l'avez décriée, j'ai vu l'IAO dernièrement, il n'a pas aussi non plus cajolé. Donc ce sont des efforts qui sont en train d'être fournis
dans un contexte d'une pédagogie de la gestion de la chose publique. Là, je mets de côté. Je ne peux pas donner de la sainteté aux autres. Mais le gouvernement actuel, le président était très clair. Il a dit à tout le monde de l'Union sacrée, il a dit, je vais élargir mon regard. Puisque je ne trouve pas que c'est seulement l'Union sacrée qui doit résoudre le problème d'insécurité dans ces pays, le problème de l'agression dans ces pays. Il a dit, ne vous étonnez pas que je vais tendre la main à des personnes idéologiquement que vous ne partagez pas, même idéal. Donc aujourd'hui, le président de la République, il parle d'un remaniement. Il a estimé il a évalué que je dois placer un pion, suivant les enjeux actuels. Il a trouvé mieux de décider à faire ces remaniements. Ces remaniements, ça fait partie d'un mécanisme qui veut lui permettre d'améliorer les choses dans le contexte où nous sommes en train de conclure les grands enjeux diplomatiques au niveau international. Alors, il y a des aspects qui vont changer totalement. Il y a des aspects qu'il faut voir une autre tournure de la gestion de la chose publique. Mais c'est tout à fait normal que le président cible. Il peut cibler le maire. Toi, tu peux jouer ici. Tel peut jouer ici. Il peut faire participer. Et surtout, je vous ai dit ceci. Il ne l'a pas fait puisqu'il doit embaucher pour avoir un avis ou bien avoir une adhésion d'une personne de l'opposition dans sa vision des choses. Non, il l'a fait parce qu'il a voulu que tout le monde regarde dans une même direction en rapport avec la situation de l'agression. Monsieur Chimanga, voilà. Donc le Congolais devra s'attendre non seulement à ce nouveau gouvernement, avec quels critères des hommes, mais également des figures de l'opposition, parce que le débauchage est permis en politique. Ben, vous savez, avant d'y arriver, j'aimerais tirer l'attention de ceux qui nous suivent sur le propos de notre très cher compatriote. Visiblement, il a très bien fait ses devoirs, dans le sens où il y a une stratégie de propagande qui a été décidée à l'Union dite sacrée pour justement mettre le Congolais dans un carreau. Arrêtez de réfléchir, le Congo va bien, on n'est pas en crise, le président est en train de trouver des mécanismes. C'est une rhétorique qui est choisie par les laboratoires noirs de l'Union dite sacrée pour distiller dans l'opinion publique une sorte de propagande qui va maintenir dans les flous le peuple congolais. Vous savez, notre très cher compatriote, peut-être qu'il vit dans un autre Congo. Moi, je qualifierais qu'il est hors sol. Le peuple congolais est dans la crise. Il y a une crise profonde. Et ils font mine de ne pas voir cet état de fait pour justement faire avancer cette fameuse idée du gouvernement dit de l'Union nationale. Leur objectif, ce n'est pas de régler la crise sécuritaire, visiblement. S'il y avait une réelle volonté de régler la crise sécuritaire, les solutions idoines devraient être une solution qui va dans le sens où on s'arrête un moment, on réfléchit ensemble sur les causes profondes de la crise. Dire sur ces plateaux que nous ne sommes pas en crise institutionnelle, c'est ignorer que le président de la République, le même qui serait en train de respecter la Constitution, avait proposé des changements de la Constitution. Et cette question-là, on ne l'évoque pas. Dire qu'on n'est pas en crise institutionnelle, c'est ignorer qu'entre l'institution judiciaire et le Parlement, ils étaient presque en train de se tirer dessus sur l'affaire de Matata Ponyo-Mapon. Dire qu'on n'est pas en crise institutionnelle, c'est ignorer que le président aujourd'hui, je ne suis pas sûr que s'il appelle tous les députés, Union dite sacrée, ils vont répondre à l'appel. En sachant ça, il s'est dit, je vais ouvrir les champs vers les personnes qui ne partageraient pas l'opinion de l'Union dite sacrée parce qu'il le sait pertinemment qu'il n'est pas à mesure de contrôler l'Union dite sacrée. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le président de la République a une majorité. Et il fait ces gouvernements juste pour avoir un ballon d'essai, pour que sa majorité puisse être consolidée. Mais la majorité présidentielle aujourd'hui est effritée. Et je ne pense pas que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui tient le Parlement. Et s'il devait y avoir un vote aujourd'hui au Parlement, je ne pense pas que l'Union dite sacrée va gagner. Tout ça, en sachant ça, il s'est dit, si je pars au dialogue, le dialogue va ouvrir les champs vers ce qui a fait que nous sommes dans cette situation. Si le président de la République avait permis que tout le monde participe, il allait aux élections. Tout le monde n'a pas participé aux élections. Il y a des partis politiques qui étaient formellement inscrits, mais qui ont été enlevés dans les listes de ceux qui devraient concourir. Je ne citerai pas le parti politique de Jean-Marc Abound, je ne citerai pas les partis politiques de l'ancien président de la CENI, qui n'a pas pu concourir aux élections. Et souvent, on fait mine d'ignorer les faits
pour embobiner les Congolais dans une forme de propagande et faire avancer une idée politique. Il a la liberté de pouvoir choisir et débaucher. Vous l'avez dit, c'est un jeu politique. Mais au milieu de tout ça, il y a le Congo. Entre-temps, nous sommes en train de parler, c'est près d'une année maintenant, que la partie est de la RDC serait en train d'être gérée par d'autres. Et on ne sait pas exactement ce qui s'est dit à Doha ou à Washington. Nous dire qu'au bout de quelques mois, on va démobiliser les FDLR. C'est ça les conditions qui sont mises dans l'accord. On va démobiliser les FDLR et les FDLR vont, la démobilisation va permettre à ce que le Rwanda puisse se désengager. C'est à ces prix-là que nous allons recourir à la paix. C'est ça l'esprit de l'accord. Voyez-vous? Et si on écoute notre très cher compatriote qui vit dans un Congo différent de notre, un Congo qui n'est pas en crise, on sortirait un gouvernement d'union dite nationale pendant que Moïse Katumbi est à l'extérieur, Joseph Kabila est vilipendé, Matata Paul Mapon est porté disparu, Franck Diongo ne peut pas revenir dans son pays. Et tous ces poids lourds-là, vous nous dites qu'il n'y a pas de crise institutionnelle. Et vous nous dites qu'on n'est pas en crise sécuritaire, on n'est pas en crise sociale, pendant que ces poids-là, qui ont quand même fait la politique active, même avant l'actuel président de la République, il faut les noter aussi, ça veut dire qu'il y a un problème. Et si le président de la République ne veut pas se résoudre de pouvoir choisir une voie qui va créer un consensus au niveau interne, on va brader tout le minerai s'il faut, on n'arrivera pas à la paix. Donc le gouvernement de cohésion nationale n'aura pas l'effet de résoudre... Je suis même tenté de dire il ne faut pas évoquer la notion de l'unité nationale, parce qu'unité, il n'y a pas. Si on veut créer l'unité, il faut dialoguer pour réduire les fractions entre les sensibilités. Donc on doit revenir au pacte social. On va revenir... Initié par l'Église. Non, mais bien sûr, c'est ça la meilleure voie d'ailleurs. Aujourd'hui, si on veut sortir de la crise, nous devons dialoguer. Analyser les causes profondes qui ont amené les pays à la crise. C'est notamment les conditions d'organisation des élections. On nous dit que les élections ont été organisées, les opposants ont participé dans une élection, mais l'élection qui a été organisée au point où il y a la CENI que nous appelons la régie de distribution des machines à voter, a permis que nous puissions avoir les machines à voter dans les maisons, dans les bistrots et même dans certains bureaux des partis politiques. Vous nous dites que c'est ça les élections, on devrait faire mine de ne pas connaître cette réalité-là. Le président de la République aujourd'hui, il est président parce que la Constitution les veut. Mais en termes de légitimité, en termes d'adhésion à sa vision, je ne pense pas que les peuples congolais sont d'accord et sont contents de ce que Félix Antoine Tshisekedi a fait de ces pays. Ils ne sont pas du tout contents. Et si l'Union du Sacré s'obstine en déroulant une stratégie de communication politique, un peu comme on l'a vu sur ces plateaux, pour nous dire non, tout va bien, on va sortir un gouvernement d'union nationale qui ne devrait pas tenir compte du poids politique. Le poids politique, c'est peut-être que ça a été rendu péjoratif, mais le poids politique aussi traduit la capacité de mobilisation au niveau de la base. Il faut se dire qu'au niveau de l'Union dite sacrée, il y a des leaders, s'ils disent un mot, au niveau de la base, il y a une réaction. Il y a une réaction, mais en réalité, je ne pense pas que l'actuel ministre de l'Intérieur, même si on a tenté de pouvoir le mettre un peu plus en avant, qui pourrait être maintenu, moi je dis... Mais le cas Kiaboula est patent aujourd'hui. On voit les soulèvements des communautés par-ci par-là, on sent que l'équipe Loupopo réagit, on sent évidemment... Voilà, c'est la preuve qu'il y a la crise. Il y a la crise partout. Et même le ministre qui ne devrait même pas revenir dans le gouvernement, c'est le ministre de l'Intérieur, parce qu'il a perdu Goma. Il a perdu Bukavu. Et on n'oublie pas, il n'arrive pas à sécuriser les peuples congolais. Et on veut nous faire focaliser vers une propagande comme quoi il y aurait des infiltrés. C'est juste une propagande. On ne peut pas supporter, on ne peut pas admettre que dans une république, qu'on soit infiltré jusqu'au haut sommet de la république. Comment le président fait pour nommer ces personnes? Parce que c'est lui qui l'a nommé. Il a nommé les généraux. La plupart des généraux que le président Joseph Kabila a laissés ont été tous changés. Comment on justifie que je nomme aujourd'hui des acteurs, demain on dit qu'ils sont infiltrés? Ça veut dire que je ne choisis pas bien. Ça veut dire qu'il y a incompétence et il y a manque de leadership. C'est comme ça que nous disons ceci. Nous, en tant que parti politique de l'opposition, nous paraissons même beaucoup plus modérés que le pouvoir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous savons que de la même façon que celui qui porte les œufs ne doit pas se battre. On ne se bat pas. Pourquoi? Quand on est en face d'un pompier pyromane, il faudrait raison garder. Parce qu'on a l'impression qu'on dit au président de la République, il faut que nous puissions dialoguer.
Non, je ne dialogue pas, je fais un gouvernement d'union nationale. Et ces gouvernements, on procède avec des méthodes qu'on a décriées hier. Parce que la dame que vous n'avez pas voulu citer, c'est Madame Césarine, qui ne représente pas un poids au niveau de l'FCC, il faut le dire. Mais on les débauche pour Elle a été aussi candidate pour le compte de l'Union Sacrée au cours des dernières élections. Eh bien voilà, elle a été candidate de l'Union dite sacrée. Vous voulez prendre ces personnes et mettre une peinture juste pour les besoins de dire il y aura cohésion nationale. La cohésion nationale s'écrée, ça ne se décrète pas. On ne décrète pas l'unité nationale, on ne décrète pas l'union nationale. L'union nationale s'écrée autour d'une conciliation des sensibilités. Et ça, ce n'est pas une démarche que le président de la République a fait. S'il était attaché à cette République, il ne devrait pas mettre sur la table la question du changement de la Constitution. Un républicain ne touche pas au pacte républicain. Quelqu'un qui a été à l'école de Tiens Tshisekedi ne sort pas une affaire comme ça et il le met sur la table. Et c'est pour ça que je me dis aujourd'hui que le président de la République a même quitté la voie du schéma de son père. Parce qu'au bout d'un moment, on nous dit il faut lire entre les lignes. Notre compatriote nous dit le président de la République a été élu jusqu'à preuve du contraire. Il oublie de signaler que dans 3 ans, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne pourra plus ni se représenter ni être président de la République. Et il fait mine d'ignorer cet état des faits, nous dit jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire que dans leur laboratoire, ils ont toujours une stratégie de pouvoir se dire on trouve comment faire en sorte qu'au-delà de 2028, on va glisser. Et si on regarde entre les lignes, c'est ça qu'ils sont en train de faire. José Mpanda l'a dit au cours de son dernier meeting à Mbujimaï que le chef de l'État a encore 7 ans. On lui a volé 7 ans ici à la République, donc il doit encore récupérer ces 7 ans. Ça, c'est un autre débat. Monsieur Roking Kongolo, dans votre démarche, apparemment, c'est une autre vision, carrément, où l'on doit mettre en avant la situation de l'homme congolais. Madame Arlette, merci beaucoup de la question. Permettez-moi d'abord de revenir sur ce que j'ai entendu sur ce plateau. Il a beaucoup écrit. Hein. Ah oui. Quand mon frère de LGD interdit même au président de la République de réfléchir sur la révision constitutionnelle, c'est grave. Dans ce pays, nous avons des gens qui veulent vivre la démocratie, mais qui ne sont pas démocrates. C'est ça le cas. Donc, lorsqu'on parle d'une question de la Constitution, donc c'est une sensibilité qu'on ne peut pas toucher. Et vous voulez que ces gens dirigent le Congo en démocratie. Il dit ici que Félix ne tient pas le Parlement. Il y a quelques questions que le gouvernement a déjà proposées à ce Parlement qui a été rejeté jusqu'à ce jour. Quelle est l'unité de mesure que lui a actuellement pour juger que le Parlement n'est pas contrôlé par le président Félix Antoine Tshisekedi? Ça, ce sont des histoires de sa base qu'il amène sur le plateau. Mais je pense que actuellement, la majorité qui est au Parlement, c'est la majorité de l'Union sacrée, la majorité de Félix Antoine Tshisekedi. Et nous la gérons bien. Il a dit ici que aux États-Unis, le Rwanda, les États-Unis, on n'a pas cité nommément le Rwanda comme agresseur. Lui aussi a dit ici que Boulot, je voulais lui dire que Boulot a déjà répondu à sa préoccupation, même l'ambassadrice des États-Unis qui est ici au Congo. Il a dit que la question de FDLR n'est pas une condition pour que l'accord signé entre la RDC et le Rwanda soit mis en action, en œuvre. Il y a le timing qui est donné. Et on l'a rappelé encore par l'ambassadrice que lorsqu'il y a une partie entre les deux signataires qui ne veut pas appliquer, il y aura quand même les sanctions qui vont suivre. Là, il a dit, je pense que lui n'avait pas suivi ça. En dehors de ça, vous êtes devant les États-Unis, une puissance diplomatique mondiale. Mais je ne pense pas que mon ami a suivi juste une déclaration de Trump sur la guerre entre l'Iran et Israël. Il n'y avait même pas un accord entre l'Iran et Israël, mais la guerre est cessée. Il n'y a pas la guerre jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a quand même une diplomatie
il y a quand même une puissance qui peut faire quelque chose pour bouger les lignes. Je reviens sur mon grand frère Thierry Moukelekele. Quand il parlait de débauchage, il a dit que c'est politique. Il a semblé normaliser. Mais après un moment, lui-même, quand il s'agit de Félix Tshisekedi, il dit que non, mais il faut voir le poids de celui qu'on va débaucher. Mais je lui demande, quand Joseph Kabila à l'époque avait débauché Sami Badibanga ou Bruno Tshibala, qu'est-ce que Bruno Tshibala avait comme poids politique? Est-ce que c'était par la bénédiction de son parti politique qu'il a été nommé par Joseph Kabila? J'ai dit non. Nous sommes sur la scène politique, on joue pour gagner, on joue pour maintenir la quiétude du peuple, on joue pour le développement du peuple, on joue pour l'intérêt supérieur de la nation. Là, je vous l'accorde, Néné Nkoulou avait quel poids devant Modeste Bahati? Devant Modeste Bahati. On lui a accordé la MDC. Non, attention, Néné pesé. Non, par rapport à Modeste Bahati. Non, écoutez. Non, il y a je voulais te compléter sans te contrer. Oui. Néné pesé pourquoi? Oui. Parce qu'il y a eu la participation géopolitique. Néné dans les contrées du centre Katanga, elle pèse, elle a constitué un leadership. Kamina, partout là-bas. Il a fallu une représentation dans ces contextes-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, aussi dans le contexte, le Katanga, c'est une province pilote. Mais dans le cas du FCC aujourd'hui, prendre les deux représentants. Et puis elle n'avait pas du tout, bon, quand je me dis pour tour politique, elle n'avait pas du tout failli, Néné. Puisqu'elle a gardé sa propre position, c'est une constance dans les jeux. Là, je donne un argument comme un indépendantiste. Oui. Je pense que Néné Nkoulou ne faisait pas le poids devant Modeste Bahati. Parce que tous les parlementaires, dans leur majorité, avaient suivi Modeste Bahati. Donc, sur le plan institutionnel, Madame Néné Nkoulou ne faisait pas le poids devant Modeste Bahati. Mais quand même, on l'avait débauché. Donc, lorsqu'il y a les besoins qui se présentent, on voit quels sont les acteurs qui peuvent répondre à ces besoins-là. Actuellement, prenons par exemple Fayoulou. S'il refuse, n'est-ce pas, d'entrer dans le gouvernement d'union nationale, vous pensez que le président de la République doit refuser de chercher un autre Congolais qui peut faire un effort pour répondre aux besoins de la République? Je ne le pense pas. Mais seulement, le président de la République est en train de faire tout pour répondre aux besoins du peuple congolais. Il a parlé ici qu'il y a une crise institutionnelle. Moi, je pense qu'il n'y a pas la crise institutionnelle. Il n'y a pas la crise politique, comme on a semblé le dire sur ce plateau. Parce qu'une crise politique a des caractéristiques. Depuis 2018 jusqu'à ce jour, dites-moi même une manifestation de l'opposition, même une ville morte, une marche pacifique qui a tenu dans ce pays pour justifier qu'il y a une crise politique. Il n'y en a pas. Il n'y a pas la crise institutionnelle. On a semblé dire ici qu'il y a eu la crise entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Ce qui est faux. Il n'y a jamais eu une crise. Actuellement, il n'y a pas ni crise institutionnelle, ni crise politique. Mais nous avons une seule crise qui est une crise sécuritaire, que le président de la République est en train de faire un effort pour trouver des solutions. Actuellement, il n'y a pas de crise politique, il y a crise sécuritaire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Okay. Il y a des caractéristiques de crise politique. Il y a des marches pacifiques, il y a des villes mortes. Madame Arlette, depuis 2018 jusqu'à ce jour, rappelez-moi, si j'ai oublié, une seule journée qui a été appelée par l'opposition, ville morte qui a réussi. Il n'y en a pas. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une crise politique. Mais il y a quand même des mécontentements. Des marches réprimandées par la police. Il y a ces sangs qui a marché récemment ici dans la révision de la Constitution. Ils ont c'est une comédie. Marché. Ça, c'est une comédie. Parce qu'ici, nous avons des lois dans ce pays. La marche, c'est seulement la marche de l'UDPS. Nous avons des lois dans ce pays. Si vous voulez marcher, allez demander l'autorisation à l'hôtel de ville. Si l'hôtel de ville refuse. Non, mais si c'est l'hôtel de ville, c'est reconnu que... On ne demande pas l'autorisation, on informe l'hôtel de ville. Informer,
pour qu'on puisse prendre des dispositions pour vous sécuriser. Mais si on trouve que la sécurité, n'est-ce pas, ne sera pas à mesure, n'est-ce pas, de vous... le service de sécurité ne serait pas à mesure de vous accompagner. Qu'est-ce que vous voulez que l'autorité puisse faire? Ah oui, vous avez longtemps crié ici, marche. Mais il y a eu qui Mouta refusait l'autorisation de marcher. Mais nous vous disons que nous allons seulement marcher. Madame Marlette, il y a eu des marches autorisées dans ces pays. On n'a pas eu une opposition dans ces pays. Il y a eu des marches autorisées dans ces pays depuis le gouverneur Jantini Ngobila, oui, qui se sont soldées par un échec patent. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que nous avons opposition et APT. C'est parce que nous n'avons pas une opposition qui s'assume dans ce pays. Il n'y a que des frustrés. Quand vous attendez les discours sur ces plateaux, ce sont des gens qui n'ont rien obtenu lors des élections, qui veulent avoir quelque chose au travers des dialogues. Mais quand on parle ici des dialogues sur le gîte de la Senco et ceci, madame, quel est le dialogue conduit par les prélats catholiques qui a tenu dans ces pays et produit de bons résultats? Mais aujourd'hui, je reviens à la question que M. Innocent n'a pas pu me répondre. Oui. La qualité des membres du gouvernement que vous allez nommer, que ce soit du FCC, que ce soit de l'opposition aujourd'hui, quel est le critérium aujourd'hui qui permettra à la population de se retrouver vis-à-vis de ces nouveaux gestionnaires? Madame, ce n'est pas pour rien que l'on veut revoir l'équipe gouvernementale. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait. On a vu qui est capable de faire quelque chose, qui n'a pas fait quelque chose. C'est ainsi qu'on veut renforcer l'équipe gouvernementale pour pouvoir répondre aux besoins du peuple. Ça veut dire qu'il y a des critères, notamment la compétence, notamment la loyauté. Même dans l'opposition, on a vu à un certain moment, le grand frère a donné l'exemple de Tchibala. Tchibala a montré jusqu'à la fin qu'il pouvait être loyal vis-à-vis du président de la République. C'est ça la politique. En politique, il y a la loyauté, il y a la compétence et aussi une question de poids politique. Parce que ça, c'est une question qui vient dans les temps. Vous pouvez être populaire maintenant, mais après quelques temps, vous sombrez. Matata Ponyo, qui est devenu aujourd'hui un acteur majeur, qui les connaissait avant sa nomination comme un acteur majeur. C'est ça aussi, avoir un œil dénicheur. Ah, mais c'est ça. Ça veut dire savoir détecter, c'est vrai. Le cas patent, ça passe pas seulement le cas de Matata Ponyo. Il y a eu Alexis Ntambo Mwamba qui a été nommé président du Sénat en l'encontre de la majorité de l'époque. Il a fait quoi? Non, on donne des exemples pour des personnes qui, quand même, excellent. Je n'entre pas dans votre logique. Même Vital Kamerhe a été déniché avant. Oui, c'était un poids politique. Est-ce qu'à l'époque, il avait quel poids politique? Il avait quel poids politique? Il n'avait pas de poids politique. Mais c'est dans les temps que l'homme s'est fait une santé politique. Il est devenu un acteur majeur incontournable. Les gens que vous minimisez aujourd'hui, peut-être demain, ils peuvent faire le poids. Ils peuvent vous surprendre. Laissez le président de la République faire les choix des Congolais de bonne qualité et nous allons les juger par leurs actions. Mais jusqu'à présent, Félix Tshisekedi 1, Félix Tshisekedi 2, on attend d'être surpris justement. Mais la surprise là viendra d'où? Dans la sélection, qu'est-ce qui doit être l'élément clé pour finalement prendre ces oiseaux rares, dénicher ceux qui pourront surprendre la République? Madame, les oiseaux rares dans la République, il y en a. Je fais d'abord 2 pas en arrière. Innocent dit que Joseph... Oui. Dans les critériums, on a parlé de la compétence. Tout à fait. Avant, c'était la jeunesse. Dans les warriors, on doit mettre la jeunesse en lieu et place de la vieillesse. Mais ça ne donne toujours pas de fruits. Devrons-nous revoir ceux qui ont déjà dirigé et mieux dirigé, parce qu'il y en a qui étaient avec Joseph Kabila, qui sont maintenant dans l'Union sacrée et dont on connaît les compétences. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de revenir sur les compétences? Oui, madame. Je rebondis d'abord avant d'atterrir sur la compétence. Innocent dit que Joseph Kabila a été placé par Kagame.
Mais quand Tshisekedi devait passer président de la République, Kagame, qui est président de l'Union africaine, il demande à la République démocratique du Congo de ne pas publier le résultat. Joseph Kabila publie le résultat, c'est Tshisekedi qui sort. Alors, dans le syllogisme irrégulier, Tshisekedi serait aussi admis par Kagame? Non, moi je ne crois pas qu'aujourd'hui nous devons rester dans une fausse logique que Joseph Kabila a été placé par Kagame, que tel non. Ce sont des fausses logiques. Il faut connaître la continuité de l'État. Je viens à la compétence. La continuité de l'État joue justement sur la compétence. Joseph Kabila est militaire. S'il ne pouvait pas croire un seul instant que Tshisekedi serait compétent, il pouvait s'imposer. Ils avaient déjà évalué. La Mouka pouvait déstabiliser le pays, ça ne devait pas prendre 2 mois. Donc la Mouka pouvait mener, on connaissait les actions, on a sorti des jeunes dans le Kasaï, on les a amenés dans le Katanga et ici à Kinshasa pour contester que Kabila dépose sa candidature. C'est Chadari qui est allé là-bas. Ils se sont organisés pour renforcer afin que si on proclame Chadari, le pays tombe dans le chaos. Et on tire sur la population, Joseph va à la CPI. Joseph détourne et c'est Tshisekedi qui passe. La Mouka est scindée et miettée. Nous connaissons des choses. Maintenant, comment est-ce que Joseph serait allé prendre le pouvoir chez Kagame? Non. Il y a la compétence. Le président de la République aujourd'hui doit jouer sur la compétence. Bruno Tshibala, c'est un homme compétent. Bruno Tshibala a mis l'UDPS à carreau. Dites-moi combien de manifestations de l'UDPS qui se sont déroulées pendant que Bruno Tshibala est Premier ministre. Rappelez-moi. Pendant que Bruno Tshibala est Premier ministre, où est-ce qu'on a déstabilisé Bruno Tshibala? Dire qu'il n'y a jamais eu un pacte social venant de la CENCO pour produire un dialogue, mais d'où provient le président Tshisekedi? Il est le fruit du dialogue de la signature de 2017 avec mon vieux, comment il s'appelle, l'homme de Sessac, Olengankoy. Mais c'est le fruit du dialogue. Étienne Tshisekedi, le 31 juillet, nous dit, ça devait être son anniversaire hier, il nous dit que Kabila, Rwandais, Azongana Rwanda. Il arrive à Kinshasa, il va au meeting, il dit ok, Napesi, Mokonzi Mboka, préavis à 3 mois, a changé ma Kambonamboka. Vous vous souvenez? On a glissé avec l'UDPS sous la bénédiction d'Etienne Tshisekedi pour atteindre la CENCO. C'est Tshisekedi qui nous a amenés à la CENCO, quoi qu'il n'était pas allé là-bas, il a envoyé ses représentants, notamment Kabouya, l'ancien ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, il a amené, et même le président Tshisekedi allait à la CENCO. C'est dans ce cadre du dialogue que Kabila est arrivé à comprendre qu'il fallait aussi céder le pouvoir à l'opposition pour qu'on voie comment est-ce qu'on peut gérer. C'est-à-dire que c'était à l'ancienne opposition de rester dans une logique où maintenant la plaque devait tourner. La compétence n'a pas accompagné le chef de l'État. Aujourd'hui, le président a besoin maintenant des compétents. Et ces compétents doivent le permettre, comme je l'ai dit. Comme la tentative là, de la tricherie sur le changement de la Constitution n'a pas quitté l'ombre de l'Union sacrée, ça dit que le président doit chercher des gens avec qui il peut tourner afin d'avoir 2 possibilités. Soit une sortie onéreuse, il s'en va, 2e sénateur à vie, soit une sortie de la tricherie comme ils ont commencé avec le changement de la Constitution. La crise institutionnelle, elle est là. La crise constitutionnelle est là. Quand on parle de 7 ans, on est dans quoi? Pour ne pas paraphraser mon jeune frère, au risque de me taxer d'être de l'opposition. Quand on parle... Il est analyste. Quand l'UDPS parle de 7 ans, pour ne pas citer mon frère Tshilumbu,
Tshilombo a balayé les 7 années du président Tshisekedi. Il a dit qu'il a été déstabilisé. Au dialogue, nous allons présenter la continuité de Tshisekedi. Vous pensez qu'il n'y a pas de crise vraiment? C'est une réflexion. Ah, donc vous avez le droit et le monopole à la réflexion. Les autres Congolais n'ont pas le droit de vous dire que vous violez la Constitution. C'est pas la violation. Monsieur Innocent, on va conclure avec vous 1 minute. On nous fait signe qu'on a largement débordé presque 15 minutes. Ok, puisqu'on est à la fin, d'abord les patriotes, je voulais l'apaiser. Il n'a jamais eu l'opposition depuis que l'UDPS a accédé au pouvoir. Nous connaissons, nous avons grandi dans ces pays. J'ai vu la conférence nationale, j'ai vu Ngous, j'ai vu les autres, il n'y a pas l'opposition. Vous ne connaissez même pas le mécanisme. Si l'opposition n'est pas capable de donner une idée qui doit protéger le peuple congolais, c'est malheureux. Puisque tu prétends avoir votre propre Congo. Pour vous, avoir un Congo vrai, c'est quand hier Kabila a combattu les M23, aujourd'hui il est derrière les M23. C'est d'après toi. Aujourd'hui, l'opposition, c'est lorsque... Vous êtes dans des déclarations où même quand vous allez aux États-Unis là-bas, il n'y a aucun rapport qui... Monsieur Innocent. Non, je voulais dire ceci. Quand il n'y a pas de rapport, le rapport, il y en a eu pour Rwanda. Le rapport, il n'y a pas eu. Le rapport, il n'y a pas eu avec Joseph Kabila. Lui, on a cité le nom de Joseph Kabila dans ça. Il faudrait rester dans cette logique également. Parce qu'on est dans une honnêteté scientifique. Dans ces pays on est dans une honnêteté. On est aujourd'hui dans une honnêteté. Si on est arrivé aujourd'hui à pointer du doigt, parce qu'il y a eu des rapports de Nations Unies qui ont pointé du doigt le Rwanda, disant qu'ils ont une armée sophistiquée, qu'ils sont en République démocratique du Congo. Plusieurs rapports l'attestent. Mais jusqu'aujourd'hui, il y en a. Même quand on n'arrive pas à dire à tenir ce discours. Lorsque vous émettez un point de vue, ce n'est pas un point de vue. Moi, je suis en train de revenir sur les faits. Je ne fais que rapporter. Non, lorsque vous allez. Il y a des images. Non, je voulais dire. Il y a des vidéos de Joseph Kabila. Quelques secondes. Vous menacez mes minutes. Non, je veux juste rester dans les faits. Non, j'ai dit ceci. Lorsque vous faites une analyse, il faut mettre cette analyse dans le contexte. Le caractère contextuel dans une expérimentation scientifique compte beaucoup. Il faut connaître dans quel contexte, sur lequel tous ces rapports de l'ONU, je te demanderai d'ouvrir, de m'inviter même lundi, du lundi, je vais t'expliquer ça, puisqu'on n'a pas assez de temps, mais je voulais lui dire ceci. Écoutez, j'ai dit ceci, lorsque vous allez réclamer, vous qui êtes respectable de la Constitution, il y a un moyen sur lequel vous devrez revendiquer. La Constitution elle-même dont tu parles là, elle interdit la prise du pouvoir par la force. Ce qui s'est fait à l'Est, c'est une force. Nous sommes un pays démocratique où vous aviez prétendu nous faire toute une litanie. Pourquoi nous refusons une certaine médiation? Cette médiation, elle est partisane. Elle est dans une complicité du démon qui guette la souveraineté de ces pays. Vous comprenez? Le peuple, vous allez le retrouver sur votre chemin. Amenez, mobilisez. C'est parce que vous êtes des leaderships populistes. Vous n'avez pas été à la hauteur, excepté peut-être l'analyse que le vieux est en train de mettre d'une façon objective. Mais vous êtes dans l'opposition, vous êtes des populistes. Vous n'avez même pas eu un effort populaire. Vous n'allez même pas nous apprendre à faire accepter le peuple ou ne pas faire accepter le peuple quelque chose. Monsieur je ne vais pas entrer dans cette logique. logique. Mais je voulais répondre aux vieux. Lorsque Tshisekedi parle du changement de la Constitution, avec la situation de l'Est, il y a beaucoup des éléments à réunir qui doivent enjancer le changement de la Constitution. Pas au bénéfice d'un individu qui changer. Pardon. Ça, c'est un débat. Ça, c'est un débat qu'on pourra ouvrir lorsqu'on va résoudre la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique. Il y a le critère du changement de la Constitution, mais vous n'avez pas le droit d'interdire à l'UDPS de dire que non, la Constitution doit être changée. Non. Maître Innocent. C'est une liberté. Je vous dis grand merci. Non. Je rappelle également aux téléspectateurs que vous êtes membre de l'UDPS. Oui, monsieur. Non, je suis cadre de l'UDPS. Je suis cadre de l'UDPS. Pourquoi vous les politiciens comme cadre? Depuis 1988. On va cette fois-ci rajouter super cadre et super haut cadre. Je suis cadre, je l'ai dit. Cadre de l'UDPS. Monsieur Oukeleke, l'analyste. C'est-à-dire que le vieux est analyste. Aussi longtemps, il est partisan. Monsieur Faustin Timanga, membre du parti LGD, mais également monsieur Rocky Kongolo, cadre de l'UDPS également. C'est un réel plaisir de partager ces intelligences ici sur ce plateau. Oui, l'on a droit à la réflexion pour permettre aux Congolais de mieux cerner la situation
politique, sécurité en République démocratique du Congo et les enjeux majeurs dont la question du gouvernement, du remaniement du gouvernement qui est attendu dans l'espoir justement d'avoir ces perles rares, j'insiste, et qui vont tenir compte de la compétence, mais également pour permettre à la République démocratique du Congo de retrouver cette paix politique et sécuritaire tant entendu. C'est un réel plaisir de vous savoir très nombreux à nous suivre. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.